Aujourd'hui, on va faire deux teams. Ceux qui sont nés en gros dans les années 90 à 2000, vous appartenez à la génération Y, vous appelle aussi les millennials, et il y a ceux qui sont nés dans les années 2000-2010, et là vous appartenez à la génération Z. Approchez-vous mes Top 6, parce que grâce à nos cobayes, on va jouer un petit clash de génération pour savoir quelle est la pire des deux. Et on va traverser les différentes étapes de la vie de chacune des deux et voir qui s'en sort le mieux au final. Voilà, on va voir la pire enfant jusqu'aux études, laquelle s'en sort le moins bien au niveau du monde du travail, et puis on verra aussi les différences surprenantes sur la vision de l'amour. Et on finira par découvrir laquelle des deux est la moins préparée pour affronter l'avenir. Et bah voilà, on commence tout de suite par l'enfance et l'adolescence. Mais avant de se lâcher dans notre expérience, essayons de voir déjà ce qui peut rassembler notre cobaye de la génération Y et celui de la génération Z. Bon, déjà au niveau du style vestimentaire, chaque cobaye a son propre style, donc là, trop différent. Goûts musicaux, c'est pareil, pas de point commun. Par contre, il y a un truc qui les rassemble, c'est l'envie d'être unique dans leur genre. En même temps, regardez leur tronche, ils sont inimitables, quoi. Et justement, j'ai quelque chose qui peut les aider à ça, et c'est un petit cadeau de chez Holzkern, une montre. En fait, Holzkern, ils sont spécialisés dans les montres, comme celle que je porte, ou même celle-là. Et en plus des montres, Holzkern propose également des bijoux, même des accessoires avec des modèles uniques. Mais j'ai aussi un autre argument qui peut mettre d'accord les deux générations, c'est que Holzkern utilise des produits naturels qui sont respectueux de l'environnement, que ce soit le bois ou même la pierre. Et ça, c'est une valeur qui est chère aux yeux des Y comme des Z, je pense. D'ailleurs, leur spécialité, c'est le bois, il y en a à peu près partout, et celui qu'ils utilisent est certifié FSC, donc c'est un gage de non-déforestation. Mais on peut aussi retrouver du marbre, du lapis-lazuli ou même de la nacre dans leurs bijoux. Par exemple, celle-là, c'est en bois, beaucoup de trucs en bois. Celle-là, par exemple, c'est de la nacre sur le fond blanc. Mais en plus de ça, on vous propose un petit concours parce que parmi les 100 premières commandes, eh bien, on aura une personne qui aura son coffret de montre dédicacé, voilà, par moi-même, juste là. Et une autre personne pourra remporter notre superbe figurine Gustave, celle-là. C'est un modèle qui n'existe plus maintenant, donc ce sera la toute dernière. Et du coup, vous aussi, vous pouvez en profiter pour vous offrir un petit cadeau sur leur site. Le lien est dans la description. Et comme ils sont sympas, eh bien, vous avez le droit à un code de 10% de réduction. Et pour ça, vous avez juste à entrer Chris, qui est mon prénom. Voilà, je ne m'appelle pas Poisson. Et mon nom de famille n'est pas fécond. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Eh bien voilà, je pense qu'on peut maintenant retourner à notre expérience et voir qui s'en sort le mieux entre la génération Y et Z. Bon, déjà, si vous êtes de la génération Y, donc les plus anciens, vous avez grandi dans un contexte global qui est pas dingue. Guerre en Yougoslavie, génocide au Rwanda. Et d'un point de vue économique, en vrai, c'est pas mieux. Crise du pétrole à cause de la guerre du Golfe, au Koweït, ou même en Irak, qui étaient les principaux fournisseurs. La chute de l'URSS en Russie et les mafieux qui s'entretuent. En France, le taux de chômage qui passe de 7% en 1980 à 11% en 1999. Bref, notre cobaye, a priori, si on regarde juste ça, il a pas de quoi se marrer. Bref, c'est le début des emmerdes, mais vous vous en foutez, car on vous offre votre premier Game Boy à Noël. Et là, il y a bien sûr deux jeux qui sortent du lot. Déjà, il y a Tetris, avec 35 millions de jeux vendus, Pokémon rouge et bleu, à 30 millions d'exemplaires. J'avais la version bleue, il me semble. Et ouais. Alors, tu fais plus d'éclairs, là, hein? Ah, le petit malin. Et concernant d'ailleurs Tetris, il a été inventé par le russe Alexei Pajitnov, et c'est le tout premier jeu de Game Boy à avoir été envoyé dans l'espace. Et ça a été pendant une mission vers la station Mir en 93. En fait, le cosmonaute russe Alexander Serebrov avait emporté avec lui une Game Boy avec le jeu Tetris pour se divertir. Et voilà. Il y a quoi comme jeu? Ça me rappelle plein de souvenirs, c'est fou, hein? Game Boy Color, attention. Si vous avez envie de retrouver toutes les émotions des jeux Nintendo loin de chez vous, essayez plutôt le nouveau Game Boy Color. D'ailleurs, pour Pokémon, si je vous disais qu'à la base, ça devait pas s'appeler Pokémon, mais Capumon, donc la contraction de Capsule Monster. En fait, le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, il voulait s'inspirer des machines avec des jouets dans les capsules qui sont hyper populaires au Japon. Vous savez, là, les petites boules de tous les côtés, là. Mais bon, il a fini par choisir Pocket Monster, qui s'est contracté en Pokémon, quoi. Mais bon, même si vous n'y étiez pas sur Game Boy, vous jouez peut-être au Pog ou même au Lego. Et ça, c'est le cas de notre cobaye. D'ailleurs, vous regardiez sûrement vos séries ou même vos dessins animés préférés à la télé. Eh oui, il y avait la télé. D'ailleurs, niveau dessin animé, en dehors de l'Inspecteur Gadget ou même Oggy et les cafards, l'un des plus cultes, c'était sans doute Dragon Ball Z. D'ailleurs, petite pensée pour le créateur du manga, Akira Toriyama, qui est décédé là, il y a très peu de temps, en mars 2024. D'ailleurs, pour les fans les plus nostalgiques, vous pourrez bientôt visiter dans le futur un parc d'attractions de 500 000 m² entièrement consacré à l'univers Dragon Ball. Et ça se passera en Arabie Saoudite, qui visiblement sont très fans de Dragon Ball. Bon, et niveau série, si on remonte dans le passé, il y avait quoi? X-Files, Le Prince de Bel-Air, mais aussi le plus culte, c'était peut-être Friends. Je m'appelle Claude. Je te floue.
Netflix. Et dans Friends, c'est surtout le couple star entre Ross et Rachel qui nous a tenus en haleine, nous, si vous étiez téléspectateurs, jusqu'à la fin. D'ailleurs, faut savoir que cette histoire d'amour entre les deux, elle a failli aussi se réaliser dans la vraie vie. Parce que dans une interview, David Schwimmer a avoué que Jennifer Aniston et lui avaient eu le béguin l'un pour l'autre. Et comme ils étaient déjà en couple, ils n'ont jamais franchi la limite. Mais bon, surtout dans les années 90, c'est l'arrivée d'Internet et des téléphones portables. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Surtout qu'il ressemblait pas du tout à celui-là. Mais il est temps de passer cette fois-ci à la génération Z. C'est à partir des années 2000. Et là, niveau contexte global, c'est la guerre en Irak, on est en 2003. Il y a les attentats du Bataclan en 2015. Il y a aussi le Covid, parce que oui, ça va jusqu'à cette époque-là. Donc tout ça est pas ouf. Mais pour la génération Z, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Donc voilà, la génération Z, elle baigne vraiment là-dedans. Ça fait partie de leur enfance, de leur adolescence. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ont connu ça depuis le début. C'est marrant à se dire d'ailleurs. Mais ouais, il n'y a pas d'avant pour eux. Le monde sans Internet, c'est quoi ça? Technologie à induction, ça. D'ailleurs, concernant TikTok, est-ce que vous saviez que le créateur, Zhang Yiming, forçait ses employés à faire des vidéos? Et l'explication derrière est toute simple. Comment comprendre l'algo de TikTok si on ne produit pas soi-même des vidéos? Et du coup, il a mis en place une règle très simple. Toute son équipe se doit de produire ses propres TikTok avec un nombre minimum de likes. Et s'ils échouent, ils doivent faire des pompes en guise de punition. Ça va, je pense qu'il y a pire. Je suis votre patron de formation. Mon prénom, c'est Patron. Mais en tout cas, s'il y a un domaine où vous avez eu plus de chance peut-être que la génération Y, ce sont les jeux vidéo. À partir des années 2000, la quantité de jeux disponibles explose, il y a beaucoup plus de choix, il y a une plus grande diversité de gameplay, il y a plein de genres qui apparaissent. La difficulté aussi a un peu tendance à descendre. Les jeux du joueur du grenier, typiquement, c'est ceux d'avant les années 2000. C'est logique parce qu'avant, en fait, les développeurs de jeux, comme ils ne pouvaient pas se permettre de faire des jeux très longs, ils devaient être très difficiles pour que les gens recommencent et qu'ils en aient pour leur argent. Après, voilà, le développement des CD et compagnie, après des jeux du coup en dématérialisé, qui fait que voilà, on n'était plus en train de crever pour pouvoir jouer à des jeux difficiles, à part les Dark Souls, quoi. Donc, typiquement, là, notre cobaye, Bal, qui est un peu plus vieux que Gustave, il galérait plus sur ses jeux. Par exemple, en 2013, vous avez eu la chance de découvrir GTA V, qui est quand même le jeu qui s'est vendu à 200 millions d'exemplaires. En fait, le jeu était tellement attendu qu'une enquête sur 10 000 joueurs a montré que la moitié d'entre eux avaient déposé une journée de congé, vraiment, pour la sortie du jeu aux États-Unis. En fait, la génération Z, c'est une génération qui est entièrement connectée. Toute la culture passe par le streaming, que ce soit Netflix, Spotify, YouTube et compagnie. Et donc là, notre cobaye passe parfois ses soirées à binge-watcher sa série préférée. Si je disais des choses négatives à ton propos, honnêtement, j'en aurais rien à foutre. D'ailleurs, la génération Z, il y a des chances que vous ne connaissiez pas ces objets. Par exemple, le Discman, la disquette, ou même ce bruit. C'était si long de se connecter à Internet avant. Bon, en tout cas, pour le moment, difficile de trancher entre la génération Y et Z, mais vous allez voir que ça va changer avec la prochaine étape, les études. Faisons là un petit point sur le niveau scolaire de la génération Y, et le premier critère qu'on utilise en fait c'est le classement PISA. En gros c'est un classement international, là où on étudie le niveau de langue, maths, sciences et tout, des élèves de 15 ans. Et on fait un classement entre les différents pays en attribuant des points pour chaque matière. Et là sur la période de 2000 à 2018, la France est passée de 15e à 25e place. Là par exemple notre cobaye Balthazar, qui maintenant est prof, à l'époque en tant qu'étudiant c'était quand même plus dur. Faut dire quand même que la génération Y, donc en gros la mienne, elle avait de quoi être déconcentrée en cours. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de Diddle? C'est un personnage de souris présent sur les cahiers, les agendas ou même du papier à lettres qui a cartonné chez les élèves dans les années 2000. Ah, ça en passionnait pas mal à l'époque quand même. Par exemple en Allemagne, son pays d'origine, elle a été élue parmi les personnages les plus marquants du XXe siècle, aux côtés quand même du chancelier Helmut Kohl et même de Michael Schumacher. C'est peut-être ce qui attend Gustave dans les prochaines années, on ne sait pas. Peut-être dans 20 ans, ça deviendra une icône. Mais ça n'a pas empêché la génération Y d'être la plus diplômée de ces dernières décennies. Même si on verra plus tard, je vous en dis pas plus, que niveau emploi, c'était pas forcément le meilleur move. Je suis chômeur, Monnier. Je suis au chômage. En vrai, à l'époque, on avait hâte de terminer les cours et d'aller discuter sur MSN. Mes jeunes étudiants ne connaîtront jamais la joie de passer des soirées à discuter sur MSN avec des gens avec qui vous venez de passer toute la journée, à créer vos propres raccourcis emoji et émoticônes ou à vous envoyer des clins d'œil. Ils connaîtront jamais l'angoisse de recevoir un whiz qui faisait trembler tout votre écran. Et bon, après, Facebook débarque en France en 2008 et là, c'est la fin d'MSN qui est remplacée par Skype. Sauf que, est-ce que la génération Z qui suit a brillé dans ses études? Je vous le dis tout de suite, pas vraiment. En fait, là, notre cobaye, Gustave, qui est plus jeune, il passe son temps à répondre à ses potes sur Snapchat plutôt que suivre les cours.
Et là, si on prend en compte toujours le classement PISA, dont on a parlé tout à l'heure, ça a même empiré. Par exemple, en 2022, en maths ou même en compréhension écrite, le niveau des élèves français a pas mal reculé. Après, il y a quand même aussi une petite raison derrière, le Covid. C'est vrai que ça nous a pas aidé, que tous les élèves soient entêtés, forcés, machin, c'est pas pareil. Même si le problème, c'est pas non plus le Covid, il y a un truc qui est quand même plus profond, faut pas déconner. Mais la génération Z est encore plus connectée que la Y. En fait, elle est littéralement née presque avec un téléphone à la main. Et ça a un impact sur sa capacité à apprendre. On constate un niveau en baisse en orthographe, en lecture, en mathématiques. On a tellement voulu faire du ludique, plutôt que de leur demander de faire des efforts, on se retrouve avec des générations moins cultivées, plus passives et qui ont besoin de résultats immédiats. Les smartphones et les réseaux sociaux ont un impact sur tout ça. Vous voyez, par exemple, moi qui fais partie de la génération Y, donc d'avant, j'ai dû avoir un téléphone, un smartphone du coup que vers mes 20 ans quoi. Et avant, j'avais pas ça quoi. J'avais un baladeur MP3, un truc avec des CD. J'ai eu des imitations toutes pourries d'iPod pour pouvoir écouter de la musique quand j'allais à l'école. J'ai eu ça moi. Alors que maintenant, la génération Z, selon pas mal de gens, semble plus passive. Elle va recevoir les infos qu'elle trouve sur Internet sans trop ou pas assez se questionner. Mais après, le côté positif, c'est qu'elle a une vision plus pratique de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à plus se former seuls, de manière plus autodidacte. Il y a beaucoup plus de ressources qu'ils peuvent choper en ligne, etc. Ils ne sont pas obligés d'aller à la bibliothèque. Tout ça, c'est aller à la bibliothèque. De quoi tu me parles? Je vais sur Wikipédia, quoi. C'est par exemple le cas de Clément Corcel, qui est le plus jeune entrepreneur de France en 2020. Parce que, alors qu'il n'a que 16 ans et qu'il est encore au lycée, le gars a réussi à créer une entreprise de communication digitale qui s'appelle DigiCoMarket. Et après le bac, là, il stoppe les études pour se consacrer à 100% à son business. Et il a réussi même à se faire recruter comme prof de marketing dans une école de commerce à Lyon. Bref, tout ça pour dire que la génération Z a aussi du potentiel, elle est capable de se débrouiller, même en suivant des cursus moins classiques que la génération Y. Mais une fois les études terminées, on passe à une nouvelle étape de la vie, et c'est le monde du travail. Bon, vous avez sans doute vu le film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Vous savez, c'est l'histoire d'un mec qui bosse dans la finance et qui parvient à arnaquer plein de monde juste par son charisme. Et en fait, le film est basé sur l'histoire vraie de Jordan Belfort, qui est un trader américain qui a fait fortune dans la finance dans les années 90. Et comme dans le film, il a su utiliser son côté beau parleur pour convaincre des grosses boîtes d'investir dans ses plans quand même vachement foireux. Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Et comme beaucoup à l'époque, il mène sa vie entre drogue et argent qui coule à flot. Sauf que la fête se termine en crise financière et économique mondiale en 2008. Vous savez, la fameuse crise des subprimes en 2008. Enfin, vous savez. Et le problème, c'est que la jeunesse de la génération Y arrive dans le monde du travail dans les années qui suivent. Et donc là, ils ont un peu plus galéré à trouver un emploi stable. Et comme beaucoup de gens, avant de devenir prof, notre cobaye, Balthazar, a dû vivre de nombreuses périodes de chômage. À l'évidence, la génération Y subit une inégalité par rapport aux générations précédentes déjà installées dans le monde du travail, avec des CDI ou des postes de fonctionnaires. Les jeunes de la génération Y, même diplômés, ont du mal à entrer rapidement dans le monde du travail. Presque tous subissent des années de galère avant d'obtenir un emploi stable. Là, dans ce contexte, la vision du travail par les générations Y a aussi évolué par rapport aux générations précédentes, les boomers et compagnie. Clairement, elles préfèrent gagner moins de thunes si le boulot est plus enrichissant et qu'il y a une bonne ambiance, quoi. En plus de ça, cette génération n'a souvent pas assez les moyens d'acheter une maison ou même de fonder une famille. En gros, ils ne peuvent pas avoir la vie dont rêvaient leurs parents pour eux, ou en tout cas qu'ils imaginaient avoir. D'ailleurs, les études ont montré que la génération Y était plus victime de burn-out et que plus des 2/3 d'entre eux ont éprouvé une période de grand stress au travail. Ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi ils changent autant de taf. Ils s'accrochent moins à une entreprise et vont pas se dire c'est bon, c'est l'entreprise de papa, je vais faire 40 ans dedans, quoi. Par exemple, là, notre cobaye semble parfois lessivé par ses journées de boulot. Mais à côté de tout ça, ça se passe comment pour la génération Z? Déjà, pour les plus jeunes, la Gen Z, je pense que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus à galérer sur Parcoursup que d'avoir un job. Mais en tout cas, quand la génération Z cherche un job, elle veut surtout trouver un bon esprit d'équipe et même un équilibre pro-perso, quoi. Avec la génération Z, ce n'est plus l'entreprise qui propose un travail, mais c'est le jeune qui propose ses talents, ses compétences à l'entreprise. Les Z n'ont plus envie d'intégrer une entreprise traditionnelle. Cette génération n'hésite plus à changer d'employeur pour fuir la routine. Mais il y a un autre domaine pro que kiffe la génération Z, et ce sont les réseaux sociaux et puis les influenceurs. Et j'en connais un rayon. En vrai, cette vocation à vouloir bosser là-dedans, ça peut venir très très tôt. C'est par exemple ce qui est arrivé au streamer et youtubeur Michou. Pour lui, tout a commencé quand il était en 6e au collège et qu'il a eu son premier smartphone. À l'époque, il lui arrivait par exemple de se filmer avec son smartphone et même de faire des vidéos sans même les poster sur YouTube, juste pour jouer aux youtubeurs comme on dit. Puis à un moment, il s'est lancé en vrai sur YouTube. Là, les haters se foutaient de son poids ou même de sa petite voix. Salut tout le monde,
c'est Michou. Mais il n'empêche, il est maintenant top 5 des plus grands youtubeurs avec presque 10 millions d'abonnés. En fait, de manière générale, la Gen Z est quand même plus débrouillarde, elle arrive à gérer sa carrière en brisant les codes, surtout que comme ils sont nés avec les réseaux sociaux, pour eux, en fait, tout ça est très naturel. Et globalement, ils ont tendance à avoir plus d'audace que leurs aînés. Suffit par exemple de voir le top métier du coup que les gens rêveraient à avoir, le mot influenceur est en train de grappiller des places à une vitesse abusée. Ou alors bosser dans l'environnement, ou alors sport de haut niveau. Et d'ailleurs, il y a une personne que vous connaissez et qui illustre bien en fait cette génération Z. Elle est apparue au tout début de celle-là. On pourrait même dire que c'était à la toute fin en fait de la génération Y, et c'est Lena Situation. Parce qu'après des études en marketing, elle se lance sur Insta en 2013, puis en 2017 sur YouTube. Elle parle de conseils beauté, lifestyle ou même de mode. Mais très vite, son nombre d'abonnés monte en flèche pour atteindre 5 millions sur Insta et 2,7 sur YouTube. Elle lance même sa propre marque de fringues, Hôtel Mafouf, donc son nom de famille, et elle fait partie du classement 2023 des 15 influenceurs mode les plus puissants du monde, selon le site spécialisé Leftycom. Bref, c'est un peu l'exemple parfait du parcours qui fait rêver pas mal de gens de la Gen Z. Par exemple, là, notre cobaye, Gustave, essaye aussi de se lancer sur TikTok. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'élus. C'est un peu comme dans tout, de toute façon. Plus un métier fait rêver, plus des gens vont tenter, et il n'y aura qu'une toute petite minorité qui vont réussir vraiment à tirer leur épingle du jeu, Mais on verra tout à l'heure quand même que ça n'empêche pas cette génération d'être confiante sur l'avenir, malgré toute la merde qu'il y a autour de nous. Et pour la prochaine partie, qui est l'avant-dernière, voyons entre la génération Y et Z qui s'en sort le mieux au niveau des relations amoureuses. Alors, bien avant Tinder, il y avait un site qui s'appelait Opération Match. En fait, c'était un programme qui avait été créé par des étudiants de Harvard en 65. Et ils avaient fait ça sur un ordi IBM 1401 qui ressemble à ça. Voilà, c'était une bête, En fait, les utilisateurs, qui étaient tout de même 90 000, devaient répondre à 75 questions avant de recevoir une liste de gens qui matchaient avec leurs réponses. Depuis, on a fait quand même des progrès et les applications de rencontre sont bien plus modernes. Et là, ce qui est sûr, c'est que la génération Y a connu l'apparition de ces applis et que ça a modifié leur vision du couple. Grâce aux applications, on n'a jamais eu autant de choix par rapport aux anciennes générations. Ce qui est cool, mais aussi assez terrifiant. Plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir. Et surtout, on est plus facilement insatisfait et exigeant. Pour résumer la situation, avant, pour un jeune, le projet c'était beaucoup plus de rencontrer quelqu'un parmi ses fréquentations proches, se marier, avoir des gosses. Mais la génération Y est plus dans l'indépendance, la découverte de soi, l'abandon des traditions. Et surtout, c'est devenu ok d'être célibataire. T'es moins jugé parce que du coup t'es tout seul. On va pas te mettre une pression parce qu'il faut que tu aies des gamins, Beaucoup moins. Par exemple, là, notre cobaye Balthazar se sent bien dans sa vie en solo. Ça va, Dans une interview, l'actrice Emma Watson est revenue sur le sujet. Elle a raconté que quand elle était à l'université, ses amis passaient leur temps à lui organiser des dates. Sauf que ça marchait pas trop et ces dates devenaient plus des potes que des amoureux. Et au final, elle a réalisé que, même si elle y croyait pas au début, elle se sentait en vrai super bien en tant que célibataire. Bon, même si là, elle vient de se trouver un mec. C'est vraiment tout récent là. Après, elle est plus à la fac. Bref, la Gen Y, pour les relations amoureuses, est clairement plus moderne. Mais qu'est-ce qu'il en est de la Z? Quant à la Gen Z, elle a grandi en étant plus sensibilisée quand même au combat contre par exemple les discriminations envers les minorités, mais aussi le phénomène MeToo contre les abus sexuels. Et ça peut expliquer le succès de séries comme Euphoria qui suit la vie d'ados, leurs relations amoureuses, leurs problèmes d'identité, etc. La série suit notamment la vie de Rue, interprétée par l'actrice Zendaya, et qui lie une relation avec Jules, qui est une jeune femme trans incarnée par Hunter Schafer. Et tout le long de la série, on voit des couples se faire et se défaire, des scènes de sexe libre et des excès en tout genre, Typiquement, ça c'est le genre de série qui n'aurait pas pu être diffusée à l'époque de la génération Y. Avant les années 2000, compliqué, Et en même temps, la vision du couple de la génération Z, elle est quand même de plus en plus différente de celle de la Y. Par exemple, la Gen Z peut facilement enchaîner les crushs, elle se sent moins obligée de former des couples, et même parfois, elle privilégie les relations libres, même le polyamour. Par exemple, ça c'est le cas de l'actrice et de la chanteuse américaine Bella Thorne. En 2019, elle avait déclaré qu'elle était en trouble, soit un couple de trois personnes, À l'époque, elle sortait en même temps avec une meuf et un chanteur italien, alors qu'avant, elle était en trouble avec un rappeur et puis une influenceuse. À l'époque, elle se déclarait d'ailleurs pansexuelle, c'est-à-dire que elle pouvait être attirée par n'importe qui, qu'importe leur genre, leur orientation. Pareil. Enfin, il existe aussi une partie de la génération Z qui se revendique no mans, c'est une contraction, ça veut dire no romance. En gros, les relations amoureuses pour eux et la sexualité, c'est no way. Ça ne les intéresse pas, c'est pas leur priorité. Ils préfèrent se concentrer sur autre chose, leurs amis, leurs passions, leur travail, Là, vous voyez, notre cobaye, Gustave, préfère typiquement les soirées entre potes que les dates.
Par exemple, une étude récente de l'Université de Californie a montré que presque la moitié des 10-24 ans qui ont été interrogés considèrent que les scènes de sexe dans les séries n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Et une bonne partie d'entre eux aimeraient plus de personnages aromantiques ou asexuels à l'écran. Chose qui a existé beaucoup moins pour la génération d'avant. Bref, pour résumer, que ce soit la génération Y ou Z, on est quand même un peu loin de l'image classique là des contes de fées. Ça, c'était pour les boomers, c'était plus loin. Mais bon, disons quand même que la Gen Z se sent un peu plus libre au niveau des relations amoureuses. Mais il y a un autre aspect qui peut faire la différence entre les deux générations, qui a les meilleures perspectives d'avenir. Alors, du côté de la génération Y, l'avenir est vraiment source de questionnements, de doutes, d'incertitudes, de terreur parfois. Par exemple, en ce qui concerne le fait d'avoir des enfants, une étude montre qu'un Français adulte sur 5 de cette génération ne prévoit pas du tout d'en avoir. Sachant que du coup, pour les générations d'avant, comme les boomers et compagnie, ils étaient beaucoup moins à imaginer une vie sans enfants, sans famille. Les arguments qui reviennent le plus, la précarité, les menaces de guerre mondiale, et surtout, le réchauffement climatique. Ça, c'est le new challenger vraiment de cette décennie et de ce siècle. Mais il y a aussi une petite amertume envers les générations précédentes. En fait, on les accuse d'avoir créé un contexte moins favorable à un bel avenir pour les nouvelles générations. En gros, ils nous ont tous salopés et là, on se doit se taper tous les pots cassés. D'ailleurs, il arrive souvent que notre cobaye, Balthazar, se frite avec des boomers sur ces questions. Nous, jeunes nés à partir des années 1990, nous n'étions pas nés quand les décisions les plus néfastes ont été prises, comme l'extraction des énergies fossiles, la destruction de la biodiversité et des droits sociaux. Et nous serons pourtant les premiers à en subir les conséquences. Rien n'est vraiment fait pour nous aider et on doit en plus tolérer les critiques incessantes d'une partie des plus âgés. Et donc là, face à cet avenir quand même vachement incertain, eh bien les jeunes de la génération Y préfèrent regarder vers le passé. Ce qui fait qu'ils sont très nostalgiques de leurs enfances, leur adolescence. D'ailleurs, je vais peut-être en émouvoir certains, mais le 21 août 2023 signe l'arrêt définitif des skyblogs. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'était une sorte de journal intime en ligne. La plupart du temps, c'était illisible, il y avait des couleurs de tous les côtés. Et en gros, c'était des ados qui postaient des photos d'eux en demandant à leurs amis de lâcher des coms. Alors vraiment, les visuels, ça n'allait vraiment pas. Parfois, ça pouvait être esthétique quand même. No, God, please, no, no. C'était quand même un peu dégueu, honnêtement. Enfin, voilà. Avec le recul, soyons honnêtes. En tout cas, quand les gens de la génération Y ont appris que ça fermait, ils se sont précipités dessus pour télécharger leurs photos, tant qu'ils aient pas perdu leur mot de passe entre-temps, quoi. Donc voilà, petite dose de nostalgie. Mais ça explique aussi le succès d'un phénomène qu'on retrouve pas mal dans les films, les séries ou même la musique, le revival des années 90 et 2000. Je pourrais par exemple vous citer le succès de la console de la marque Anbernic, qui permet par exemple de rejouer à des jeux vidéo allant de la Game Boy à la PlayStation 1. Tout ça dans une petite console, c'est quand même stylé quoi. Mais il y a aussi le retour prévu de nouvelles versions de séries, comme X-Files, Alerta Malibu ou même Malcolm. Et toi, tu dois être Porthos. Tu es très moche. Il joue à donf la carte de la nostalgie quoi. Surtout, il suffit d'écouter par exemple les derniers bangers. Il y a une bonne partie qui sont des reprises de tubes des années 90 et 2000. Typiquement David Guetta qui cette année reprend un tube d'Ozone. Dragosta d'Intei qui était sorti quasiment 20 ans plus tôt. Bref, pour résumer, la génération Y a pas mal morflé pour s'en sortir, d'où une vision peut-être plus pessimiste de l'avenir. Et du coup, la nostalgie lui sert un peu de refuge pour se consoler. C'est un peu un pansement, quoi. Et là, vous voyez, notre cobaye, il fait pas défaut à la règle, il est souvent nostalgique quand il entend un tube de son adolescence. Mais bon, la génération Z alors, c'est quoi son avenir? Bon, déjà une chose est sûre, en observant déjà les anciennes générations, techniquement on pourrait éviter de commettre les mêmes erreurs, notamment vis-à-vis de l'argent. Par exemple, la Gen Z fait plus attention à ses dépenses, même si ça n'a pas empêché la trend sur TikTok récemment, I want a man in finance. I'm looking for a man in finance. Et en fait, là tout part d'un TikTok d'une certaine Girl on Couch. Et dans une chanson parodique, elle dit en boucle, je recherche un mec qui bosse dans la finance. Son TikTok a fait 50 millions de vues, et elle a été remixée des milliers de fois, notamment par des DJ comme David Guetta. Mais bon, blague à part, la Gen Z, elle semble quand même plus attirée par l'idée de devenir riche et célèbre. Une partie en tout cas. Et en vrai, ce sont des valeurs qui sont quand même pas mal mises en avant sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous connaissez ces TikTok de faux entrepreneurs qui utilisent des voix générées par l'IA pour t'expliquer comment devenir millionnaire grâce à la crypto. Mon expérience après 3 mois d'utilisation sur ce robot trader. On vous regarde, on vous voit. Mais bon, le problème, c'est que les réseaux sociaux ont tendance soit à rendre accro, soit à promouvoir des vies irréelles. Et ça a un impact réel sur la vie des Gen Z, car une étude a clairement montré que la capacité d'attention des Z est inférieure de 25% à celle des générations Y. En même temps, si on est biberonné à des réels, des Insta, des TikTok et tout, comme ça dure que dalle, en fait, tu passes ton temps à scroller et ta capacité d'attention, elle devient celle d'un bébé, quoi. Et certains jeunes semblent se réfugier sur les réseaux sociaux pour échapper à une vie qui leur fait peur, quitte à devenir accro. Par exemple, là, notre cobaye, Gustave, passe parfois des soirées à scroller dans le vide, comme un légume.
On n'expliquera pas ce que ça fait, les ravages du coup de TikTok. Il y a déjà une vidéo sur le sujet, c'est celle-là. Elle est sympa. Mais bon, bien sûr, on a quand même remarqué que pendant le Covid, les plus jeunes avaient connu des privations et de la solitude qui avaient engendré beaucoup de dépression. Mais le problème est quand même plus profond. Une étude récente a montré que par exemple, 15% des Gen Z âgés de 18 à 26 ans considèrent leur santé mentale comme excellente. Alors que la génération Y, dont celle d'avant, ils étaient 52 à affirmer la même chose, au même âge qu'eux. Voilà, donc littéralement, ils étaient plus de 3 fois plus. Et paradoxalement, la Gen Z, s'il n'y en a pas beaucoup qui pensent que leur santé mentale est ok ou excellente, eh bien ils sont quand même les 3/4 à estimer qu'ils ont un bel avenir devant eux. Mais bon, dans tous les cas, que ce soit la Z ou la Y, ils sont tout autant dans la merde à cause de l'inflation, de la guerre, des changements climatiques. Mais pour le coup, si on fait le résultat des comptes de tout ça, la perdante du match, c'est la génération Y, donc la mienne. Excuse-moi, je peux plus te voir, t'es trop nul. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que les spécialistes la surnomment la génération sacrifiée, car en fait elle a plus galéré, elle est plus pessimiste, elle est plus nostalgique. Tandis que la Z, plus récente, semble plus optimiste, plus motivée à améliorer le monde et même changer les mentalités. Donc voici la fin de cette expérience. Que vous soyez vous de la génération Y ou Z, dites-moi en commentaire ce que vous regrettez peut-être le plus de votre enfance. Comme ça, allez, hop là, un bon coup de nostalgie dans la gueule, c'est ça qu'on veut quoi. En attendant, si vous voulez une belle montre ou quelque chose avec des produits naturels, n'hésitez pas à aller checker le site Dollscan. Il y a un coffret dédicacé et même une figurine Gustave à gagner. Voilà. Sur ce, nous, que dire de plus, à part que je suis quand même ravi de faire partie de la génération Y et je vous dis à la prochaine vidéo.